Très bien. Voilà, ça. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes près de 350 convives représentant 17 nations. Je tenais à ce que vous le sachiez et que ce que nous avons fait, ce que nous menons, n'a pu se faire que parce que nous avions un certain nombre de partenaires. Vous retrouverez identifier ces partenaires sur les menus dans le cadre notamment du dîner qui suivra. Mais je tenais tout simplement, surtout, à attirer votre attention sur le fait que nous accueillons deux délégations importantes. Une forte délégation algérienne qui est menée par notre délégué en Algérie, notamment Mohamed Abou, et la deuxième par notre délégué en Suisse, Jean-Pierre Strebel, avec lequel nous allons mener un certain nombre d'opérations. Je ne sais pas où tu es, Jean-Pierre. Eh ben voilà. Avec Jean-Pierre Strebel, nous avons de l'ambition, et cette ambition commence ce soir. Vous avez, je dirais, prépositionné ici du vin suisse. Du vin blanc suisse. Et c'est un clin d'œil, c'est pour vous dire que ce vin blanc caractérise, c'est que la Suisse n'a rien à blanchir. Et nous avons décidé, je dirais, de lancer un club avec Jean-Pierre pour essayer d'anticiper les grandes tendances et d'y apporter des solutions. Donc pas de blabla, mais je dirais un certain nombre de propositions fortes, toujours un petit peu dans l'esprit CEPS. Je m'appelle Mohamed Abou. Je suis membre du Conseil constitutionnel algérien à l'heure actuelle, mais auparavant j'ai assuré des fonctions ministérielles. Je viens du monde universitaire, je suis recteur d'université et puis j'ai été appelé accidentellement à la politique. Et aujourd'hui, donc, je suis en train d'exercer une fonction supérieure dans mon pays. Et au sein de notre société, quel regard avez-vous sur ce que nous vivons, ce que nous voyons actuellement ? Écoutez, je crois qu'il y a une mutation de l'ensemble du monde. Tous les pays sont en train de vivre une transition. On n'en connaît pas exactement l'aboutissement, mais on sait qu'on est en crise. Un certain nombre de principes et de valeurs sur lesquels nous avons construit notre monde jusqu'à présent, sont absolument en crise et remises en question. Est-ce que cela doit nous dicter une certaine défiance par rapport à ce qui va arriver ? Je ne crois pas. Parce que je crois qu'il y a une civilisation qui est en train de se terminer et qu'un monde nouveau est en train de se préparer. Et c'est pour cette raison-là que les règles sur lesquelles nous avons vécu, les règles que nous avons établies pour construire notre monde, la façon que nous avons de partager les richesses de ce monde, je crois qu'elles ne sont plus de mise et qu'elles ne répondent plus aux attentes des générations actuelles. Vous parlez du monde capitaliste ? D'une manière générale, que ce soit le monde capitaliste ou le monde qui s'est construit sur une autre idéologie, de toutes les manières, nous nous retrouvons dans la même crise. Nous sommes dans une crise absolue qui n'est pas simplement une crise économique, mais qui est aussi une crise des valeurs, une crise culturelle, et même l'histoire est en panne. Alors, est-ce que c'est pour cela que le monde va s'effondrer ? Moi, personnellement, je ne le crois pas. En tout cas, ce que vous dites, c'est donc une période charnière actuellement. Absolument. Et quel est votre message d'avenir ? Moi, le seul message d'avenir que j'ai, c'est qu'il faut faire confiance à la génération montante. C'est un monde qui va être construit par sa jeunesse, c'est un monde qui va être construit par les hommes qui vont y vivre. Il ne faut pas trop nous inquiéter. Nous avons trop pris l'habitude de préparer les choses pour les autres. Cette fois-ci, il ne faut rien préparer pour personne. C'est cette jeunesse même qui va prendre tout simplement son avenir en main. Ghaleb Benchek, membre du CEPS, et pour ce soir, c'est l'unique référent dont je me prévaux et c'est toujours avec plaisir. Alors, quel regard avez-vous sur la société actuelle ? Alors, s'il s'agit de notre société française, c'est vrai qu'elle est tiraillée, traversée par de forts courants contradictoires, et c'est là où il faut garder sa lucidité et laisser place au discernement, ne pas abdiquer sa conscience personnelle dans une psychologie de la horde au profit de conscience collective, encline le plus souvent au soulèvement millénariste ou
au fanatisme d'une manière générale. Et s'il s'agit de notre société humaine de par le monde dans cette ère de mondialisation où l'étalon de mesure est la circonférence de la Terre, là aussi la communauté humaine, nous dit-on, traverse une crise dans un monde en rupture. Mais il me semble qu'eu égard à toutes ces décennies, à ces lustres où nous entendons parler de crise, c'est que nous vivons un changement de monde. Et c'est ce changement de monde qui nous incombe d'accompagner dans cette révolution de l'humain, rien d'autre, où il faudra savoir, et c'est mon message, je dirais, d'espérance, allier à la fois les ressources inventives de la technoscience, dans un humanisme qui assume tous les héritages positifs de tant de peuples, y compris ceux qui sont encore opprimés, qui ânent sous des servitudes renouvelées. Et cet humanisme-là qui doit remembrer des sociétés disloquées, comme nous les connaissons et au sein desquelles nous vivons, eh bien, ça donnera lieu à cette alliance entre effectivement ce que j'ai appelé la technoscience, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et aussi l'invariant besoin de transcendance, la soif inextinguible de spiritualité, tout ça en même temps. Le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit, comme vous dites si bien, donnera sûrement, à mon sens, un point à l'horizon, et c'est cette invincible espérance que, eh bien, la stupidité, la bêtise humaine ne finissent pas par l'emporter, mais surtout, sans mots galvaudés, laisser place à l'intelligence hybride, celle du cœur, celle de la raison, celle de l'esprit, et laisser place à l'amour, à un amour puissant, incandescent, sans retour, gratuit. Et c'est celui-là, allié encore une fois à la solidarité, à la fraternité, eh bien effectivement nous sortirions de toutes les crises et nous accompagnerons effectivement ce changement de monde. Je m'appelle Bernard Bourigeaud, je suis le président du CEPS. Je suis un entrepreneur, j'étais le fondateur d'Atos Origine, la grande société de services informatiques. Aujourd'hui, je suis un investisseur dans la technologie, dans pas mal de pays dans le monde. Je suis au conseil d'administration de grandes sociétés comme CGI ou Amadeus. Et puis, je suis aussi professeur à HEC et consultant de temps en temps. Donc, je suis un retraité très actif. Alors, quelle perception avez-vous du monde dans lequel on vit aujourd'hui ? Je crois que le monde dans lequel on vit est un monde en crise. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre espoir parce que les périodes de crise ont toujours été des périodes qui ont permis à beaucoup de gens de rebondir. Et un des grands espoirs, je crois, qu'on a aujourd'hui, c'est le fait que peut-être la crise et peut-être le niveau de chômage favorisera l'entrepreneuriat et poussera notamment beaucoup de jeunes à aller plus vers la création d'entreprises. Mais ça, entre parenthèses, on voit pourtant que le statut d'auto-entrepreneur va être quand même bridé presque. Mais ça, c'est une erreur parce que je pense qu'il faut tout faire pour favoriser la création d'entreprises. Et il faut le faire au contraire avec des gens qui sont très jeunes, parce que quand les gens sont très jeunes, ils ont moins de besoins et ils peuvent plus facilement aller dans des métiers qu'ils ne connaissaient pas. Et ils peuvent aussi se tromper. Et quand ils se sont trompés, rien n'est perdu parce qu'ils sont jeunes et ils peuvent recommencer. Donc quel est votre message d'espérance, hormis justement l'entrepreneuriat, ce que vous dites à l'instant ? Quel est votre message global sur l'humanité, sur l'avenir de l'humanité ? Je crois que vous avez dit quelque chose de très important. C'est l'homme qui doit être au centre de tout. Et au CEPS, c'est l'homme que nous privilégions avant tout. Et dans les organisations, dans les grandes organisations aujourd'hui, celles qui réussiront, ce sera celles qui sauront gérer et bien traiter les hommes et les femmes qui y vivent. Alors, je suis Bernard Planchet, je suis le directeur général délégué de DCNS. DCNS, une entreprise du naval de défense historique. Ce que je dirais, c'est qu'une start-up qui a 4 siècles d'histoire. Alors moi, je suis un peu perturbé, voire atterré par la situation de démoralisation générale de notre pays et de ses concitoyens, alors qu'on a autant d'atouts. C'est un peu un message un peu de déception, mais je pense qu'on a beaucoup d'atouts pour se relever. Vers quelle espérance ? Est-ce que c'est une espérance politique, économique, humaine, tout simplement ?
Je pense qu'on a tellement d'atouts qu'au lieu de se concentrer sur les difficultés d'aujourd'hui, on ferait mieux de se concentrer c'est quoi la France de 2030. Et moi j'ai qu'un souhait, un rêve, c'est que nos hommes politiques soient capables de nous donner un message très court sur leur vision de la France de 2030. Et je pense qu'avec ça, les Français seront capables de relever les défis du présent. Et un message, donc c'est votre message à venir, c'est avoir une vision à long terme. Avoir une vision à long terme, la France est plein d'atouts. La France a des ressources technologiques, humaines, touristiques. On a tous les atouts pour en faire un pays de premier plan économique, touristique. Nous avons des territoires, des départements d'outre-mer. Nous sommes déjà un pays mondialisé. On a tous les atouts pour être une grande puissance mondiale. Mon nom est Enzo Fazzino. Je travaille à l'UNESCO. C'est une organisation des Nations Unies qui s'occupe d'éducation, de sciences, de culture et de communication. Et je suis en charge d'un programme pour l'Afrique. Et le programme est en faveur d'une culture de la paix en Afrique. Donc comment créer des conditions pour une paix durable, pour une prévention des conflits en particulier. Mais non seulement les grands conflits dont on entend parler tous les jours, mais aussi les conflits qui naissent dans la société, les conflits qui peuvent naître dans la famille, dans l'école par exemple, un peu partout. Donc comment prévenir ces conflits et comment apporter des solutions à ce genre de problématiques qui ne concernent d'ailleurs pas que l'Afrique, qui concernent le monde entier. Mais le travail, je dirais, sur la prévention des conflits est un travail de longue haleine. C'est pourquoi l'UNESCO s'y intéresse. Et donc le moyen déjà le plus, je dirais, efficace, c'est le moyen de l'éducation. Donc comment préparer les jeunes générations déjà à considérer les autres communautés, l'autre en général, quelle considération avoir de l'autre et comment pouvoir l'intégrer dans sa vie quotidienne. Donc il faut laisser place aux jeunes au pouvoir, c'est ça? Alors, vous avez bien vu comment les jeunes se sont fait entendre et comment, je dirais, ce qu'on appelait le printemps arabe. Jusqu'au Bahreïn maintenant. Voilà, mais même, je dirais, même au Canada, vous avez peut-être entendu parler du printemps d'érable qui rassemblait un peu au printemps arabe. Mais ça veut dire qu'un peu toutes nos sociétés sont impactées par le fait qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui ont besoin d'exprimer, de pouvoir dire aussi la leur, qui ont envie d'avoir des moyens. Je veux dire, d'une certaine manière, leur avenir leur paraît impossible, nié, et donc ils ont envie de prendre en main leur propre destinée et construire quelque chose de différent. Mais on voit très bien quand même que c'est pas aujourd'hui la démocratie qui peut se mettre en place si facilement, quoi. Même s'il y a des révolutions, c'est beaucoup plus dur d'installer un pouvoir en place dit démocratique. Tout à fait, mais si vous voulez, il faut voir voir d'où on vient. Oui, voilà, oui, toujours, pour savoir où on va. Oui. Donc si vous parlez effectivement d'un certain nombre de situations, dans des pays par exemple d'Afrique du Nord, il ne faut pas imaginer qu'on ait des changements, je dirais, radicaux qui se passent dans l'espace de 6 mois. Nous sommes dans des temps beaucoup plus longs pour lesquels effectivement ce travail d'éducation est si important. Par exemple, justement, pour tous les pays, je dirais, du Maghreb, il y a un certain nombre de programmes d'éducation à la citoyenneté. Comment, d'une certaine manière, donner aux jeunes un certain nombre de fondamentaux qui les permettent de comprendre déjà qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, qu'est-ce que cela veut dire de voter, qu'est-ce que cela veut dire d'exprimer sa propre volonté. Vous savez, pour quelqu'un qui n'a jamais voté, du jour au lendemain, le fait même de choisir entre plusieurs partis politiques, c'est un défi. Donc pour nous, c'est intégré dans notre culture, parce que cela se passe depuis des décennies, mais dans d'autres réalités, il faut attendre qu'un certain nombre de changements se fassent pour que les gens puissent prendre conscience de ce que c'est qu'une démocratie. Bonjour, je suis Yvan Christian Elenga, jésuite, membre du CEPS et recteur de l'Institut de formation des jésuites en théologie à Abidjan. Il y a aujourd'hui, on le remarque, comme un flux d'événements qui ne nous laisse pas indifférents étant donné la nécessité de donner une explication, une interprétation. Que ce soit en Afrique, d'où je viens, que ce soit en Europe même, que ce soit en Asie, et effectivement que ce soit aussi en Amérique. Je parlais récemment encore avec un ami de voir le basculement de l'actualité brésilienne. On peut parler aussi de ce qui passe en Syrie, l'Afrique, vous le savez très bien. Au regard de tout cela, je crois quand même qu'il est important
que l'on s'interroge sur ce qu'est l'homme et sur ce que l'homme peut faire. Et il est urgent de ne pas laisser aux seuls politiques la résolution de ce conflit que nous remarquons. Et je suis heureux de constater que le CEPS, à sa façon, essaie de contribuer à attirer l'attention et à atteindre un nombre de personnes importants, en particulier les décideurs, qui ont à charge de faire changer les choses. Évidemment, le CEPS a de grandes ambitions. Et là, il commence à se faire entendre. Et je vous ai dit, je viens d'Afrique. Il y a en Afrique une délégation régionale du CEPS qui essaie aussi, à sa façon, de pouvoir répondre à ces sollicitations diverses et variées. Mon message d'espérance, parce que j'en ai, est fondé, pas seulement l'expression, je parle de ma conviction, est fondé sur ma foi. La foi en l'homme qui peut effectivement contribuer à s'élever pour retrouver l'humain en chaque personne et aussi ouvrir les chemins d'un véritable dialogue. J'aime à dire, à la suite du directeur délégué, du délégué général du CEPS, que le CEPS nous offre un œcuménisme de culture, un œcuménisme de conviction. Et c'est très important de pouvoir fédérer tant d'hommes et de femmes au service de l'humanité et chacun y apportant sa contribution en espérant que le travail ne sera pas vain. Et si je dois espérer quelque chose de ce monde qui bouge, de ce monde mouvant dans plusieurs directions, c'est de restaurer l'humain en chaque personne et cela est possible. Et j'en parle du plus profond de mes convictions, parce que je crois beaucoup au travail que fait le CEPS. Monsieur le ministre, bonsoir. Quel regard, avec votre analyse, faites-vous sur ce que nous voyons, sur ce que nous vivons actuellement? En France? En France et dans le monde. On a un monde extraordinairement vivant qui bouge beaucoup, qui évolue, avec de très grandes puissances qui émergent avec force. Je pense évidemment à la Chine ou à l'Inde, avec des grandes puissances qui résistent et qui innovent comme les États-Unis. Et le sentiment que l'Europe est un petit peu en marge de tout cela et qu'à l'intérieur de l'Europe, la France est beaucoup plus spectateur qu'acteur. Et un pays qui est un petit peu tourné sur son nombril et un petit peu tourné sur son passé. Donc j'ai le sentiment que beaucoup est à faire, que les entreprises françaises réussissent dans le monde, mais que le peuple français, la nation française n'ont pas assez confiance en eux-mêmes et craignent cette vitalité mondiale, cette mondialisation qui est un échange permanent et qui oblige, c'est vrai, à être le meilleur possible puisque tout le monde a droit à la compétition. Alors quel message d'avenir avez-vous, d'espérance? L'espérance, c'est que pour la France, nous avons en fait une formidable richesse, mais nous n'avons pas confiance en nous et nous ne nous projetons pas dans notre capacité de réussir un avenir. On est sur la défensive, on se dit il faut garder ceci, il faut garder cela, alors qu'en vérité, la seule question c'est que pouvons-nous conquérir, et c'est avec cet esprit de conquête que l'on pourra garder un certain nombre d'avantages, pas tous. Sans doute, il faudra bouleverser notre société. Mais si on n'a pas cet esprit de conquête et d'ouverture, si on n'a pas cette idée d'aller de l'avant, on sera marginalisé et on deviendra une sorte de pays musée. Bonsoir, je m'appelle Madame Ibn Ziaten Latifa. Je suis la maman de Ahmed qui était assassiné par Mohamed Merah. J'ai créé l'association pour la jeunesse et la paix. Alors quel regard avez-vous sur la société actuelle, son évolution? Ce que nous vivons, c'était un petit peu difficile avec la crise. Il y a beaucoup de problèmes avec certains jeunes qui ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien et de l'écoute surtout. Est-ce que vous pensez justement que grâce aux politiques en place, ça va changer, on va s'occuper de ces jeunes? J'espère, je pense que oui, parce que pas mal de choses que j'ai demandées, ils écoutent, ils m'aident, ils ouvrent les portes. Et je pense qu'il y aura une bonne solution pour certains jeunes qui ont besoin d'aide. Et je pense assez fort, je pense.
Et quel est votre message d'espérance, si vous en avez un? Le message d'espérance, c'est la paix, de vivre ensemble, de se respecter et de respecter le pays où on vit. C'est un beau pays, la France. Voilà. Moi, j'aime ce pays, c'est pour ça que malgré que j'ai perdu mon fils et ma chair, j'essaie de le défendre et de le protéger à ma manière, vers certains jeunes qui sont délivrés à eux-mêmes, qui ont besoin d'être cadrés, et certains parents qui ont oublié d'éduquer leurs enfants. C'est très important. On doit vivre ensemble et la paix. Il n'y en a pas mieux que la paix. Et on est tous pareils, il n'y en a pas de différence. Je suis Carole Richard, je suis spécialisée dans les sciences politiques, affaires européennes et relations internationales. Alors justement, quel regard avez-vous sur notre société actuelle? Eh bien, en ce moment, c'est très difficile. On vit toujours en période de crise. Il y a énormément de chômage, notamment chez les jeunes. Et les entreprises sont assez rigides, ne sont pas très flexibles pour embaucher de nouvelles personnes. Et c'est pas facile pour nous. Alors, quelle solution pensez-vous pouvoir apporter? Je pense que la solidarité intergénérationnelle est très importante, que les personnes un peu plus âgées, un peu plus seniors prennent sous leurs ailes les jeunes comme nous. Et je pense que c'est une des solutions pour résorber le chômage et pour donner la chance aux jeunes comme nous. Quel est votre message d'espérance du coup? Mon message d'espérance, ce serait un peu plus d'harmonie dans ce monde et plus de solidarité. J'aimerais vous dire qu'on a décidé de relever le défi international. Vous savez qu'on est présent à Londres, Bruxelles, Casablanca, nous serons prochainement à Hambourg et nous serons aussi en Suisse. Donc ça, c'est des véritables défis. Vous savez qu'on est ONG auprès de 4 organisations internationales et nous continuerons, je dirais, à accentuer ceci. Nous sommes force de proposition et nous continuerons, que ce soit sur des segments dans les médias, dans le domaine de l'Europe, dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'écologie, nous serons encore plus présents. C'est dire que nous avons la vocation, je dirais vraiment, d'être encore plus présents dans la quotidienneté. Mais aussi, ce n'est pas oublier les territoires. Nous serons présents, nous sommes dès à présent, nous avons lancé à Toulouse un club. Nous sommes présents à Bordeaux et nous serons prochainement présents à Lyon. Donc l'international n'occulte pas le fait que le CEPS sera encore plus, même dans les territoires. Ça, c'est vraiment un grand challenge que nous souhaitons relever. J'attire aussi votre attention sur le fait que nous avons aussi des engagements d'art. Ces engagements d'art, vous l'avez vu avec ces expositions. Notre délégation en Algérie, avec notamment Mohamed Abou, nous organisons une présentation d'un ouvrage que nous avons soutenu, écrit par Mohamed Abou, dans le cadre du Centre culturel algérien, avec Yasmina Kadra, qui est d'ailleurs présent, et dont je salue les talents d'auteur. Nous soutenons aussi, je dirais, des engagements de nature généreux. Je l'avais souligné avec les députés, je l'ai souligné avec les députés. On ne peut pas tout simplement relever les grands défis si on n'est pas généreux. Il n'y a pas que les anglo-saxons qui lèvent les grands défis, nous le faisons. Je vous rappelle que nous sommes le seul organisme ayant un statut d'ONG auprès de 4 organisations internationales répertoriées en Europe. Nous sommes les seuls. Donc il n'y a pas de déterminisme anglo-saxon, nous sommes là pour ouvrir les champs d'horizon et nous le faisons grâce à vous. Merci. Bonsoir, je m'appelle Massine Sadaou. Je suis diplômé en expertise comptable. Donc ce soir, je suis au Dîner des œillets via NQT, Nos Quartiers ont des talents, qui est une association pour aider les jeunes diplômés à intégrer la vie active. Donc qu'ils soient dans le domaine de l'entrepreneuriat ou qu'ils soient dans le domaine clair à chercher un travail, donc à être parrainé et à être suivi par un parrain. Donc Nos Quartiers ont des talents m'a permis justement de m'aider dans mon projet d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis ici et j'ai la chance d'être invité au Dîner des œillets. On va dire notre regard. Économiquement parlant, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de chance. On est vraiment dans une conjoncture économique assez compliquée, surtout en Europe. Donc toujours de l'espoir, on va dire. On voit qu'aujourd'hui, on a vraiment une certaine fenêtre qui s'ouvre, où on voit qu'il y a éventuellement ou potentiellement quelque chose de meilleur qui va arriver. Je ne sais pas quoi, mais... Est-ce que ça donne... Enfin, beaucoup de jeunes aujourd'hui, justement, avec cet effet de mondialisation, quittent la France, aux États-Unis, en Chine. On sent un sentiment comme ça d'exil presque. Oui, beaucoup disent, surtout nous dans les jeunes, qu'ils soient jeunes diplômés de grandes écoles.
Beaucoup n'hésitent pas à prendre son sac et voir ailleurs, comme on dit, car certains, on va dire, les plus pessimistes disent qu'il n'y a plus rien à faire ici et qu'il faut voir dans d'autres horizons. Donc principalement le Moyen-Orient et l'Asie. Moi, je ne fais pas partie de cela. Je pense qu'il y a à faire ici et là-bas. Et je pense que les deux, justement, sont plus que complémentaires. Et vous, votre message d'espérance, si vous en avez un? Mon message d'espérance, jamais lâcher l'affaire. Et de continuer. Et je pense que le travail paye au bout d'un moment, quoi. Et mon message d'espérance, c'est ne pas être pessimiste. Si on reste pessimiste, là, justement, il n'y a plus d'espérance.